Spinoza, les animaux ne sont pas sur Terre sans raison. Voici pourquoi. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi notre planète abrite tant d'espèces différentes? Pourquoi chaque créature semble avoir sa place parfaite dans ce grand théâtre de l'existence? Si vous aimez les histoires inspirantes qui remettent en question tout ce qu'on vous a enseigné, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de cette révélation extraordinaire. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette vérité révolutionnaire. Et si vous regardez sur votre téléphone, un petit coup de pouce avec un like nous aiderait énormément à faire découvrir cette sagesse à plus de personnes. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers fascinant de Baruch Spinoza, le philosophe qui a osé défier les dogmes de son époque pour nous révéler des vérités sur les animaux que l'Église préférait garder cachées. Préparez-vous à découvrir pourquoi chaque créature sur cette terre porte en elle un secret cosmique qui pourrait transformer votre vision de l'existence. La révolution philosophique de Spinoza, imaginez un instant l'Amsterdam du XVIIe siècle. Les rues pavées résonnent du bruit des sabots. Les marchands négocient leurs précieuses cargaisons venues des quatre coins du monde. Et dans ce brouhaha cosmopolite, un jeune homme aux origines juives, séfarades, pose des questions qui vont ébranler les fondements même de la pensée occidentale. Cet homme, c'est Baruch Spinoza, et son histoire commence bien avant sa naissance, dans les méandres tragiques de l'histoire européenne. Mais qui était vraiment cet homme qui allait révolutionner notre compréhension des animaux? Ses grands-parents avaient fui l'Inquisition espagnole, portant avec eux les cicatrices d'une persécution religieuse impitoyable. Pouvez-vous imaginer la force qu'il fallait pour survivre à de telles épreuves? Cette histoire familiale de résistance à l'oppression religieuse allait profondément marquer la pensée du jeune Baruch. Né en 1632 dans une famille de marchands prospères, Spinoza grandit dans le quartier juif d'Amsterdam. Cette ville unique en Europe où différentes communautés coexistaient dans une relative tolérance. Mais même dans ce havre de paix relative, les dogmes religieux régnaient en maîtres absolus. Comment un jeune homme brillant pouvait-il accepter sans questionner des enseignements qui réduisaient les animaux à de simples objets créés pour servir l'humanité? Dès son plus jeune âge, Spinoza manifeste une curiosité insatiable pour la nature. Pendant que ses camarades récitent mécaniquement leurs prières, lui observe les oiseaux dans le ciel d'Amsterdam. N'avez-vous jamais ressenti cette fascination devant la grâce d'un vol des tourneaux? Cette beauté organisée, cette perfection du mouvement collectif? Le jeune Baruch y voyait déjà quelque chose de plus profond qu'un simple spectacle. L'éducation juive traditionnelle qu'il reçoit à la synagogue portugaise d'Amsterdam lui enseigne que les animaux sont des créatures inférieures, dépourvues d'âme, créées uniquement pour servir les besoins humains. Mais comment un esprit aussi pénétrant que celui de Spinoza pouvait-il accepter cette vision réductrice? Quand il observait son chien fidèle, quand il contemplait l'intelligence manifeste dans les yeux d'un cheval, comment pouvait-il croire que ces créatures n'étaient que des machines vivantes sans conscience? Les premiers doutes surgissent pendant ses études talmudiques. Les textes anciens parlent d'un Dieu séparé de sa création, d'un architecte divin qui aurait conçu le monde comme un horloger monte une montre. Mais cette vision mécanique du cosmos satisfait-elle vraiment un esprit en quête de vérité? Spinoza commence à entrevoir une autre possibilité, une vision où Dieu et la nature ne feraient qu'un, où chaque créature serait une expression directe de la divinité elle-même. Cette révélation progressive ne se fait pas sans douleur. À 23 ans, en 1656, la communauté juive d'Amsterdam prononce contre lui le hérem, l'excommunication la plus sévère de son histoire. Pouvez-vous imaginer la solitude de cet homme, rejeté par sa propre communauté pour avoir osé penser différemment? Le texte de l'excommunication est d'une violence inouïe, maudissant Spinoza le jour et la nuit, couché et debout, en entrant et en sortant. Mais cette épreuve terrible devient paradoxalement sa libération. Libre des contraintes communautaires, Spinoza peut enfin développer sa pensée révolutionnaire. Il s'installe d'abord à Rijnsburg, puis à Voorburg, vivant modestement de la taille de lentilles optiques.
Cette activité artisanale, loin d'être anecdotique, nourrit sa réflexion philosophique, en polissant ces vers qui permettront aux savants de mieux voir l'infiniment grand et l'infiniment petit. Ne préparait-il pas déjà les outils pour une nouvelle vision de la réalité? C'est dans cette solitude studieuse que naît sa vision révolutionnaire des animaux. Contrairement à Descartes qui les considérait comme de simples machines, Spinoza comprend que chaque animal possède une forme de pensée proportionnelle à la complexité de son corps. Cette intuition géniale anticipe de plusieurs siècles les découvertes de l'éthologie moderne. Quand vous observez l'intelligence d'un dauphin ou la complexité sociale des éléphants, ne confirmez-vous pas la prescience de Spinoza? Sa philosophie se construit progressivement comme un édifice conceptuel d'une cohérence parfaite. Dans son œuvre maîtresse, l'éthique, il développe une géométrie des émotions où les animaux occupent une place fondamentale. Pour lui, la joie qu'éprouve un cheval galopant dans une prairie, la peur d'une gazelle devant un prédateur, la tendresse d'une lionne envers ses petits. Et toutes ces émotions sont des expressions authentiques de la puissance divine s'actualisant à travers ces créatures. Mais comment ses contemporains accueillent-ils ces idées révolutionnaires? La réaction est immédiate et violente. L'Église catholique met ses œuvres à l'index. Les protestants le dénoncent comme un athée dangereux. Même certains libertins de son époque le trouvent trop radical. Spinoza devient l'homme le plus haï d'Europe, celui dont on ne doit même pas prononcer le nom. Un fanatique religieux tente même de l'assassiner à la sortie d'un théâtre d'Amsterdam. Cette persécution ne fait que renforcer sa conviction. Si ces idées sur les animaux dérangent tant les autorités religieuses, n'est-ce pas précisément parce qu'elles remettent en question un ordre établi fondé sur la domination et l'exploitation? Spinoza comprend que reconnaître la dignité des animaux, c'est ébranler tout un système de pouvoir qui justifie l'oppression par une hiérarchie prétendument divine. Ses amis les plus proches, comme le médecin Lodewijk Mayer et le marchand Simon de Vries, deviennent les gardiens secrets de sa pensée. Ils forment un cercle de disciples qui se réunissent clandestinement pour discuter de ses idées révolutionnaires. Imaginez ces soirées secrètes où l'on débat passionnément de la place des animaux dans l'ordre cosmique, à une époque où de telles discussions peuvent conduire au bûcher. La correspondance de Spinoza révèle la profondeur de sa compassion pour les animaux. Quand on lui reproche de ne pas manger de viande par respect pour les créatures, il répond avec nuance, expliquant que sa philosophie ne condamne pas l'usage des animaux pour les besoins vitaux, mais rejette leur exploitation abusive et leur souffrance inutile. Cette position équilibrée témoigne d'une sagesse qui transcende les dogmatismes de son époque. L'influence de ses lectures sur sa vision des animaux est considérable. Il étudie passionnément les œuvres de Lucrèce, découvrant dans le matérialisme antique des intuitions qui confirment ses propres observations. Le poète latin parlait déjà des animaux comme d'êtres sensibles, capables de plaisir et de douleur. Cette filiation intellectuelle renforce la conviction de Spinoza que sa philosophie s'inscrit dans une tradition de sagesse millénaire, temporairement occultée par les dogmes chrétiens. Mais c'est surtout dans l'observation directe de la nature que Spinoza puise son inspiration. Ses promenades dans la campagne hollandaise deviennent des laboratoires philosophiques. Quand il observe une araignée tissant sa toile, y voit-il seulement un mécanisme aveugle ou la manifestation d'une intelligence immanente? Pour lui, cette araignée exprime à sa manière la même puissance créatrice qui anime l'univers entier. Cette vision panthéiste de la nature révolutionne complètement le statut des animaux. Si Dieu et la nature ne font qu'un, alors chaque créature participe directement de la divinité. Le mugissement d'une vache n'est plus un simple bruit animal, mais l'expression de Dieu lui-même à travers cette modalité particulière de l'être. Cette perspective sacrée du monde animal annonce les développements les plus avancés de l'écologie moderne. La santé fragile de Spinoza, minée par la poussière de verre inhalée pendant des années de travail optique, ne ralentit pas sa production intellectuelle. Au contraire, la proximité de la mort semble aiguiser sa perception de l'unité fondamentale du vivant.
Dans ces dernières années, il développe une compréhension toujours plus profonde de ce qu'il appelle le conatus, cette force vitale qui anime tous les êtres, des plus simples aux plus complexes. Sa mort en 1677, à seulement 44 ans, prive l'humanité d'un génie qui n'avait pas fini de révéler ses secrets. Mais l'héritage qu'il laisse concernant les animaux est immense. Pour la première fois dans l'histoire de la philosophie occidentale, un penseur de premier plan reconnaît aux animaux une dignité ontologique fondamentale, basée non sur la sentimentalité, mais sur une compréhension rigoureuse de leur place dans l'ordre cosmique. L'univers vivant de Spinoza avez-vous déjà contemplé un coucher de soleil en vous demandant quelle force mystérieuse orchestre cette symphonie de couleurs? Spinoza, lui, avait trouvé la réponse, et elle était si révolutionnaire qu'elle remettait en question 15 siècles de domination intellectuelle chrétienne. Pour comprendre sa vision des animaux, nous devons d'abord plonger dans sa conception radicalement nouvelle de l'univers lui-même. L'année 1665 marque un tournant dans la pensée de Spinoza. Installé dans sa modeste demeure de Warburg, entouré de ses livres et de ses instruments d'optique, le philosophe travaille fiévreusement à son œuvre maîtresse. Mais quelle révélation le pousse à écrire avec une telle urgence? Il vient de découvrir ce qu'il considère comme la vérité la plus fondamentale de l'existence. Dieu et la nature sont une seule et même substance. Cette identification révolutionnaire, résumée dans sa célèbre formule « De sive natura », Dieu ou la nature, bouleverse instantanément le statut de tous les êtres vivants. Si la nature est divine, alors chaque animal, du plus humble insecte au plus majestueux éléphant, participe directement de la divinité. Pouvez-vous imaginer l'impact de cette découverte sur un homme élevé dans la tradition judéo-chrétienne? Mais comment Spinoza arrive-t-il à cette conclusion extraordinaire? Son raisonnement suit une logique implacable, construite selon la méthode géométrique qui fera sa renommée. Il part d'une définition simple: la substance est ce qui existe en soi et se conçoit par soi. Or, si Dieu existe vraiment, il ne peut dépendre de rien d'autre pour exister. De même, si la nature existe, elle doit posséder cette même indépendance ontologique. La conclusion s'impose. Il ne peut y avoir qu'une seule substance, à la fois divine et naturelle. Cette révélation transforme immédiatement sa perception des animaux qu'il observe quotidiennement. Le chat de sa voisine, qui se prélasse au soleil dans la cour de sa maison, n'est plus une simple créature terrestre. C'est une expression singulière de la puissance divine elle-même. Cette perspective sacrée du monde animal représente une rupture totale avec la vision chrétienne dominante. L'influence de ces lectures scientifiques nourrit cette nouvelle compréhension. Spinoza dévore les œuvres de Galilée, découvre les lois de Kepler, s'enthousiasme pour les découvertes de Leeuwenhoek au microscope. Ces avancées scientifiques révèlent un univers d'une complexité et d'une beauté inouïes, où chaque niveau d'organisation manifeste des propriétés émergentes fascinantes. Comment cette perfection mathématique pourrait-elle être l'œuvre d'un Dieu séparé de sa création? Sa correspondance avec Henry Oldenburg, secrétaire de la Royal Society de Londres, témoigne de son émerveillement devant les découvertes de l'époque. Quand Leeuwenhoek révèle l'existence d'un monde microscopique peuplé d'êtres vivants invisibles à l'œil nu, Spinoza y voit la confirmation de sa vision. La vie se déploie à tous les niveaux de la réalité, depuis l'infiniment petit jusqu'à l'infiniment grand. Cette découverte de l'universalité de la vie transforme sa compréhension des animaux. Chaque créature, si minuscule soit-elle, représente un degré particulier de complexité et de perfection. L'abeille qui butine dans son jardin exprime la même essence divine que l'homme, mais selon un mode différent d'organisation corporelle et mentale. Cette graduation continue des êtres vivants ébranle la frontière artificielle entre l'humain et l'animal établie par la théologie chrétienne. Mais quelle est la nature exacte de cette substance unique qui se manifeste sous forme d'animaux? Spinoza développe une ontologie d'une sophistication extraordinaire. La substance possède une infinité d'attributs dont nous ne connaissons que deux: l'étendue et la pensée.
Cela signifie que chaque animal possède simultanément un corps, mode de l'étendue, et un esprit, mode de la pensée, unis dans une unité substantielle parfaite. Cette conception psychosomatique révolutionnaire rejette le dualisme cartésien qui séparait radicalement l'âme et le corps. Pour Descartes, les animaux étaient de pures machines, dépourvues de toute forme de conscience. Spinoza balaye cette vision mécanique. Si les animaux ont des corps complexes, ils possèdent nécessairement des esprits proportionnellement développés. L'intelligence des dauphins, la mémoire des éléphants, les émotions des primates trouvent enfin leur explication philosophique. L'observation attentive de la nature confirme cette théorie. Spinoza passe des heures à étudier le comportement des animaux qui peuplent la campagne hollandaise. Les oiseaux migrateurs qui traversent le ciel automnal suivent-ils aveuglément leurs instincts ou manifestent-ils une forme de connaissance collective? Pour lui, leur formation parfaite révèle une intelligence distribuée, une sagesse immanente qui guide leurs mouvements avec une précision mathématique. Cette intelligence naturelle des animaux s'explique par ce qu'il appelle les notions communes. Tous les êtres partagent certaines propriétés fondamentales. Ils occupent l'espace, persistent dans le temps et changent avec leur environnement. Ces propriétés communes créent une base de communication et de compréhension mutuelle entre toutes les créatures. N'avez-vous jamais ressenti cette compréhension instinctive en croisant le regard d'un animal? La théorie spinoziste des affects éclaire d'un jour nouveau la vie émotionnelle des animaux. Contrairement à la tradition chrétienne qui réservait les émotions nobles aux humains, Spinoza reconnaît chez les animaux toute la gamme des sentiments: joie, tristesse, espoir, crainte, amour, haine. Ces affects ne sont pas des perturbations irrationnelles, mais des expressions naturelles de la puissance vitale cherchant à se maintenir et à s'épanouir. L'exemple de l'amour maternel chez les mammifères illustre parfaitement cette théorie. Quand une lionne défend ses petits au péril de sa vie, elle exprime l'amour sous sa forme la plus pure, cet élan qui unit les êtres dans une communauté de destin. Cet amour animal n'est ni moins noble ni moins authentique que l'amour humain. C'est la même force cosmique s'actualisant à travers des modalités différentes. Cette égalité ontologique entre humains et animaux révolutionne l'éthique. Si nous partageons la même essence avec les autres créatures, sur quoi fonder notre prétendue supériorité? Spinoza ne nie pas les différences de complexité et de puissance, mais refuse d'en faire des hiérarchies de valeur absolue. Le génie humain et l'instinct animal sont deux expressions également légitimes de l'intelligence universelle. Sa critique de la finalité aristotélicienne approfondit cette révision. La tradition scolastique enseignait que chaque être existe en vue d'une fin prédéterminée, les animaux étant créés pour servir l'homme. Spinoza dénonce cette illusion anthropocentrique. Rien dans la nature n'existe pour autre chose que soi-même. Chaque animal vit pour son propre compte, selon sa propre logique, sans référence à des fins extérieures. Cette autonomie ontologique des animaux fonde leur droit naturel à l'existence. Ils n'ont pas à justifier leur présence sur Terre par leur utilité pour l'homme. Leur seule existence suffit à légitimer leur place dans l'ordre cosmique. Cette révolution conceptuelle annonce les développements les plus avancés de l'éthique environnementale contemporaine. L'universalité du conatus, cette tendance de chaque être à persévérer dans son existence, crée une solidarité fondamentale entre toutes les créatures. L'élan vital qui pousse une plante vers la lumière, qui guide un oiseau dans sa migration, qui inspire un homme dans sa quête de connaissance, c'est toujours la même force primordiale cherchant à s'exprimer et à se développer. Cette unité profonde transcende les différences apparentes entre les espèces. Le conatus universel et la dignité animale, qu'est-ce qui pousse un saumon à remonter à contre-courant des rivières tumultueuses, défiant tous les obstacles pour accomplir sa destinée reproductrice? Qu'est-ce qui guide les tortues marines vers les plages où elles sont nées après des décennies d'errance océanique? Pour Spinoza, la réponse se trouve dans ce qu'il considère comme la loi la plus fondamentale de l'existence, le conatus. Cette force vitale qui anime chaque être dans son effort pour persévérer et s'épanouir.
La découverte du Conatus marque l'apogée de la réflexion spinoziste sur la nature animale. Nous sommes en 1670. Spinoza vient de s'installer à La Haye, dans une modeste maison de la Pavilionsgracht. C'est là, dans ce quartier tranquille, qu'il va formuler l'une des intuitions les plus révolutionnaires de l'histoire de la philosophie. Mais comment cette découverte transforme-t-elle notre compréhension des animaux? L'observation minutieuse de la nature environnante nourrit sa réflexion. Dans le petit jardin attenant à sa demeure, Spinoza observe le ballet quotidien des créatures qui s'y épanouissent. Une araignée répare inlassablement sa toile déchirée par le vent. Un rouge-gorge défend farouchement son territoire contre les intrus. Des fourmis collaborent pour transporter une charge bien plus lourde qu'elles. Que révèlent ces comportements sur la nature profonde de la vie? Pour Spinoza, tous ces phénomènes manifestent une seule et même réalité. Chaque être, par son essence même, s'efforce de persévérer dans son existence. Ce n'est pas un instinct parmi d'autres, c'est la loi fondamentale qui gouverne tous les êtres vivants. Le Conatus n'est pas une force extérieure qui pousserait les créatures à agir. C'est leur essence même, en tant qu'elle s'exprime dynamiquement dans le monde. Cette conception révolutionnaire bouleverse la compréhension traditionnelle du comportement animal. Plutôt que d'être guidés par des fins imposées de l'extérieur, les animaux agissent selon leur nature propre, cherchant spontanément ce qui favorise leur épanouissement et évitant ce qui le contrarie. Cette spontanéité naturelle témoigne d'une forme de sagesse immanente qui ne doit rien au commandement divin de la théologie chrétienne. L'étude approfondie des affects animaux révèle la richesse de cette dynamique vitale. Quand Spinoza observe le comportement d'un cheval, il ne voit pas une machine programmée par l'instinct, mais un être complexe capable d'éprouver joie et tristesse, espoir et crainte, selon que les circonstances favorisent ou contrarient l'expression de sa puissance naturelle. Cette vie affective des animaux témoigne de leur participation pleine et entière à l'ordre des êtres sensibles, la joie qu'exprime un chien retrouvant son maître après une longue absence révèle la profondeur de cette vie émotionnelle. Cette joie n'est pas anthropomorphisme sentimental, mais reconnaissance philosophique d'un affect authentique. Pour Spinoza, la joie est toujours l'expression d'un accroissement de puissance, d'un épanouissement de l'être. Quand le chien manifeste sa joie, il témoigne de l'enrichissement de son existence par la présence aimée. Mais comment expliquer la diversité des comportements animaux dans le cadre unifié du Conatus? Spinoza développe une théorie subtile des degrés de puissance. Chaque espèce, chaque individu même, possède une puissance caractéristique qui détermine ses capacités d'action et de passion. L'aigle et la fourmi expriment le même Conatus fondamental, mais selon des modalités radicalement différentes correspondant à leur nature respective. Cette gradation de la puissance n'établit aucune hiérarchie de valeur morale. L'intelligence de l'aigle qui repère sa proie à des kilomètres de distance n'est ni supérieure ni inférieure à l'intelligence de la fourmi qui organise une société complexe. Ce sont deux excellences différentes, deux façons distinctes d'actualiser les potentialités de la vie. Cette perspective égalitaire transcende les préjugés anthropocentriques de la tradition occidentale. L'analyse spinoziste de l'imagination animale éclaire d'un jour nouveau leur capacité cognitive. Contrairement à Descartes qui niait toute forme de pensée aux animaux, Spinoza reconnaît chez eux une imagination active, capable d'associer les idées, de former des attentes, d'anticiper l'avenir. Quand un cheval reconnaît le chemin qui mène à l'écurie, il manifeste cette puissance imaginative qui structure son rapport au monde. Cette reconnaissance de l'intelligence animale s'appuie sur une compréhension profonde de la relation entre corps et esprit. Plus un corps est complexe et capable d'interactions diverses avec son environnement, plus l'esprit qui lui correspond développe des capacités cognitives sophistiquées. Les mammifères supérieurs, dotés de systèmes nerveux élaborés, manifestent logiquement des formes d'intelligence qui rivalisent parfois avec celles des humains. L'exemple des dauphins fascine particulièrement Spinoza. Ces créatures marines développent des formes de communication complexes,
manifestent des comportements altruistes, font preuve de créativité ludique. Leur intelligence, adaptée au milieu aquatique, révèle des dimensions de la cognition que l'intelligence humaine, formatée par la vie terrestre, peine parfois à appréhender. Cette diversité cognitive enrichit l'univers des possibles mentaux. La sociabilité naturelle de nombreuses espèces confirme l'intuition spinoziste selon laquelle l'isolement affaiblit les êtres, tandis que la coopération accroît leur puissance. Les loups qui chassent en meute, les oiseaux qui migrent en formation, les primates qui s'épouillent mutuellement, tous manifestent cette vérité fondamentale. L'union fait la force. Cette sociabilité spontanée dément l'individualisme supposé de la nature. Mais quelle est la source de cette tendance coopérative? Spinoza la trouve dans la structure même du conatus. Loin d'être purement égoïste, l'effort de conservation de soi révèle rapidement ses dimensions relationnelles. Pour se maintenir et s'épanouir, la plupart des êtres ont besoin de s'associer avec d'autres, créant des communautés d'entraide mutuelle. L'égoïsme bien compris débouche sur l'altruisme pratique. Cette sociabilité naturelle fonde une éthique de la coopération interspécifique. Si les animaux peuvent spontanément s'entraider, pourquoi les relations entre humains et animaux seraient-elles nécessairement conflictuelles? Spinoza entrevoit la possibilité d'alliances bénéfiques où chaque espèce contribue à l'épanouissement des autres selon ses capacités propres. Cette vision écologique avant la lettre annonce les développements contemporains de l'éthique environnementale. L'étude des migrations animales révèle d'autres dimensions du conatus. Ces voyages extraordinaires, parfois longs de milliers de kilomètres, témoignent d'une forme de connaissance géographique qui dépasse de loin les capacités humaines non assistées par la technologie. Comment expliquer que des oiseaux retrouvent avec précision des sites qu'ils n'ont visités qu'une seule fois dans leur vie? Pour Spinoza, cette prouesse s'explique par l'inscription corporelle de la mémoire. Le corps animal conserve les traces de toutes ces expériences passées, créant une cartographie vivante qui guide les comportements futurs. Cette mémoire corporelle, bien plus vaste que la mémoire consciente, permet aux animaux de naviguer dans un monde complexe avec une sûreté qui force l'admiration. La reproduction animale illustre une autre dimension fondamentale du conatus, la perpétuation de l'espèce. Mais contrairement à l'interprétation finaliste traditionnelle, Spinoza n'y voit pas l'accomplissement d'un plan divin préétabli. La reproduction résulte naturellement de l'expression du conatus. En se reproduisant, l'être prolonge et multiplie sa propre existence. Cette auto-perpétuation témoigne de la puissance créatrice de la vie elle-même. Les rituels de séduction développés par de nombreuses espèces révèlent la dimension esthétique de cette dynamique reproductive. Le chant mélodieux du rossignol, la danse nuptiale des grues, la parade colorée du paon, tous ces phénomènes manifestent une créativité artistique que seuls des êtres sensibles peuvent déployer. Cette beauté naturelle témoigne de la dimension esthétique fondamentale du conatus, qui ne cherche pas seulement à survivre, mais à s'épanouir dans la magnificence. Vous pensez connaître la véritable nature de l'intelligence qui nous entoure? Si vous appréciez les révélations qui bouleversent notre compréhension du monde, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de ces découvertes extraordinaires. Dites-nous dans les commentaires de quel pays vous nous suivez et à quelle heure vous découvrez cette sagesse révolutionnaire. Et si vous regardez sur mobile, un petit like nous aiderait énormément à partager cette connaissance avec plus de personnes. L'intelligence collective révélée dans les dernières années de sa vie. Entre 1675 et 1677, Spinoza développe une fascination grandissante pour un phénomène qui défie toute explication traditionnelle. L'intelligence collective des animaux. Comment des milliers d'abeilles peuvent-elles construire des structures géométriques parfaites sans architecte? Comment des bancs de poissons évoluent-ils comme un organisme unique, changeant de direction instantanément sans leader apparent? Ces questions hantent le philosophe durant ses derniers mois de vie dans sa modeste demeure de La Haye. Sa santé décline rapidement, rongée par la silicose contractée lors de ses années de polissage de lentilles, mais son esprit demeure plus acéré que jamais.
C'est dans cette course contre la montre qu'il va formuler ses intuitions les plus profondes sur la nature, un collectif de l'intelligence animale. L'observation d'une ruche installée près de sa fenêtre devient son laboratoire quotidien. Chaque matin, en prenant son frugal petit déjeuner, Spinoza contemple l'activité incessante de ces créatures minuscules. Qu'est-ce qui guide leurs mouvements si précis? Comment chaque abeille sait-elle exactement quelle tâche accomplir sans recevoir d'ordres explicites? Cette coordination parfaite révèle-t-elle une forme d'intelligence supérieure à celle des individus isolés? Pour comprendre ce phénomène, Spinoza revisite sa théorie de la substance. Si tous les êtres participent de la même réalité fondamentale, alors leurs interactions créent nécessairement des niveaux d'organisation plus complexes. Une ruche n'est pas simplement une collection d'abeilles, c'est un individu d'ordre supérieur, doté de propriétés émergentes que ne possède aucune abeille prise isolément. Cette intuition révolutionnaire anticipe de plusieurs siècles les développements de la théorie des systèmes complexes. Mais comment cette intelligence collective se manifeste-t-elle concrètement? L'étude attentive des communications entre abeilles révèle un système de signalisation d'une sophistication extraordinaire. La danse frétillante par laquelle une exploratrice indique à ses sœurs la direction et la distance d'une source de nectar constitue un véritable langage géométrique. Cette capacité de transmission d'informations spatiales précises témoigne d'une intelligence abstraite que les philosophes réservaient traditionnellement aux humains. L'exemple des fourmis fascine également Spinoza. Ces créatures minuscules développent des stratégies collectives d'une efficacité redoutable. Elles tracent des pistes chimiques optimisées, organisent des chaînes de transport, construisent des ponts vivants pour franchir les obstacles. Cette intelligence logistique révèle une capacité de planification et d'adaptation qui surpasse souvent les réalisations humaines. Comment des êtres supposés dépourvus de raison peuvent-ils développer de telles prouesses organisationnelles? La réponse de Spinoza bouleverse les catégories traditionnelles. L'intelligence n'est pas le privilège de quelques espèces supérieures. C'est une propriété fondamentale de la matière organisée. Plus l'organisation se complexifie, plus l'intelligence se développe et se raffine. Les colonies d'insectes sociaux manifestent ainsi des formes d'intelligence collective qui transcendent largement les capacités de leurs membres individuels. Cette découverte transforme radicalement la conception de la conscience. Plutôt qu'une propriété mystérieuse réservée aux humains, la conscience apparaît comme un phénomène naturel qui émerge spontanément dès que l'organisation atteint un certain degré de complexité. Les essaims d'abeilles, les vols des tourneaux, les meutes de loups développent des formes de conscience collective qui leur permettent de résoudre des problèmes impossibles à traiter individuellement. L'observation des migrations animales confirme cette intuition. Comment des milliers d'oiseaux coordonnent-ils leurs mouvements lors de leurs voyages intercontinentaux? Chaque individu suit-il simplement ses voisins immédiats ou existe-t-il une forme de conscience navigatrice distribuée dans l'ensemble du groupe? Pour Spinoza, ces phénomènes révèlent l'existence d'une intelligence collective qui transcende les limitations individuelles. Cette intelligence émergente ne se limite pas aux espèces sociales. Même les animaux solitaires manifestent des capacités cognitives qui dépassent ce que leur anatomie cérébrale semble permettre. Comment un chat retrouve-t-il son chemin après avoir été déplacé à des centaines de kilomètres de son territoire? Comment les tortues marines naviguent-elles avec précision dans l'immensité océanique? Ces prouesses suggèrent l'existence de formes d'intelligence distribuées, qui utilisent les champs magnétiques, les courants marins, les configurations stellaires comme support de calcul naturel. La correspondance de Spinoza avec les savants de son époque révèle son émerveillement devant ces découvertes. Dans une lettre à Oldenburg, il écrit « Plus j'observe la nature, plus je découvre des merveilles qui dépassent l'imagination. Ces créatures que nous jugeons inférieures manifestent des sagesses qui confondent notre orgueil. Cette humilité devant l'intelligence animale témoigne de la profondeur de sa révolution philosophique. L'étude
des comportements de résolution de problèmes chez les animaux révèlent d'autres dimensions de cette intelligence collective. Les corvidés, par exemple, développent des stratégies coopératives sophistiquées pour accéder à la nourriture. Ils utilisent des outils, planifient leurs actions, transmettent leurs découvertes aux membres de leur groupe. Cette culture technique animale remet en question la supposée exclusivité humaine de la technologie. Les grands singes manifestent des capacités encore plus troublantes. Ils développent des dialectes locaux, inventent de nouveaux comportements qui se transmettent culturellement, font preuve d'empathie envers leurs congénères en détresse. Cette richesse culturelle animale suggère l'existence de traditions cognitives parallèles à celles des humains, révélant la diversité des voies possibles de l'intelligence. Mais quelle est la source de cette créativité collective? Spinoza la trouve dans la nature même du conatus appliqué au groupe. Quand des individus s'associent durablement, leurs conatus respectifs se combinent pour créer un conatus collectif d'une puissance supérieure. Cette puissance augmentée permet au groupe de développer des capacités cognitives, créatives et adaptatives inaccessibles aux individus isolés. Cette synergie des conatus explique pourquoi la coopération animale produit constamment des innovations comportementales. Les dauphins inventent de nouvelles techniques de chasse qu'ils enseignent à leurs descendants. Les éléphants développent des stratégies collectives de protection contre les prédateurs. Les primates découvrent de nouveaux usages pour les outils naturels. Cette créativité permanente témoigne de la dimension inventive fondamentale de la vie collective. L'analyse de la communication animale révèle une autre facette de cette intelligence distribuée. Les chants des baleines, les cris d'alarme des suricates, les signaux olfactifs des mammifères territoriaux, tous ces systèmes communicatifs manifestent une capacité de partage d'informations qui crée une sorte de cerveau collectif distribué dans l'espace et le temps. Cette mémoire collective animale fascine particulièrement Spinoza. Comment les éléphants se souviennent-ils des sources d'eau découvertes des décennies auparavant? Comment les saumons retrouvent-ils la rivière de leur naissance après des années d'errance océanique? Ces phénomènes suggèrent l'existence de formes de mémoire qui transcendent la durée de vie individuelle, s'inscrivant dans la continuité génétique et culturelle des espèces. La plasticité comportementale des animaux confirme le caractère dynamique de cette intelligence collective. Face aux changements environnementaux, de nombreuses espèces développent rapidement de nouvelles stratégies adaptatives. Cette capacité d'innovation comportementale témoigne d'une intelligence évolutive qui ne se contente pas de reproduire des schémas figés, mais invente constamment de nouvelles solutions aux défis de l'existence. La mémoire transgénérationnelle des espèces, avez-vous déjà songé au mystère qui permet à un oiseau nouveau-né de connaître instinctivement le chant de son espèce? Comment expliquer qu'une araignée tisse sa première toile selon des motifs géométriques parfaits qu'aucun maître ne lui a enseignés? Ces énigmes du comportement animal révèlent l'existence d'une mémoire transgénérationnelle qui transcende la mort individuelle et assure la continuité des sagesses ancestrales. Cette découverte bouleverse Spinoza durant l'hiver 1676, quelques mois avant sa mort. Affaibli par la maladie, mais l'esprit toujours en ébullition, le philosophe consacre ses dernières forces à élucider ce phénomène qui remet en question toutes les conceptions traditionnelles de l'hérédité et de l'apprentissage. Comment la nature transmet-elle ses secrets de génération en génération sans livre ni professeur? L'observation d'une portée de chatons dans la maison voisine devient son laboratoire d'études privilégié. Ces créatures, à peine sevrées, manifestent déjà des comportements de chasse d'une précision stupéfiante. Elles bondissent sur des proies imaginaires, selon des techniques millénaires, comme si des milliers d'années d'évolution féline guidaient leurs mouvements malhabiles. Cette programmation comportementale révèle-t-elle l'existence d'une mémoire collective inscrite dans la chair même des créatures? Pour Spinoza, cette transmission héréditaire des comportements confirme sa vision de la continuité substantielle entre les générations. Les parents ne transmettent pas seulement leurs gènes à leur descendance,
Ils leur lèguent également les traces mnésiques de toutes les expériences accumulées par leur lignée. Cette mémoire corporelle, gravée dans la structure même des organismes, guide spontanément les comportements sans nécessité d'apprentissage explicite. L'exemple des migrations animales illustre parfaitement cette transmission transgénérationnelle. Comment de jeunes oiseaux, nés en captivité et n'ayant jamais vu leurs parents migrer, retrouvent-ils instinctivement les routes migratoires ancestrales quand on les libère? Cette connaissance géographique héréditaire suggère que la mémoire spatiale de l'espèce s'inscrit dans l'architecture neuronale de chaque individu, créant une cartographie vivante, transmise de génération en génération. Mais cette mémoire ne se limite pas au comportement instinctif. Elle inclut également les innovations culturelles développées par les différentes populations animales. Les techniques de pêche des orques, les dialectes régionaux des oiseaux chanteurs, les traditions culinaires des primates, tous ces éléments culturels se transmettent fidèlement au sein des groupes, créant des lignées de savoir qui perdurent bien au-delà de la vie des individus qui les ont créés. Cette découverte révolutionne la compréhension de l'évolution. Plutôt qu'un processus purement génétique, l'évolution apparaît comme un phénomène psychosomatique où les expériences vécues par les organismes modifient progressivement leur descendance. Cette hérédité des caractères acquis, intuition géniale de Spinoza, anticipe de plusieurs siècles les découvertes de l'épigénétique moderne. L'étude des rituels animaux révèle une autre dimension de cette mémoire transgénérationnelle. Les danses nuptiales des oiseaux, les cérémonies territoriales des mammifères, les rites initiatiques des grands singes, tous ces comportements complexes se perpétuent avec une fidélité remarquable, comme si chaque espèce était dépositaire d'une tradition culturelle millénaire. Cette continuité rituelle témoigne de l'existence d'une mémoire collective qui transcende les générations individuelles. Mais comment cette mémoire se transmet-elle concrètement? Spinoza développe une théorie subtile de l'imprégnation corporelle. Selon lui, chaque expérience vécue par un organisme laisse des traces physiques dans sa structure, modifications qui peuvent être transmises à la descendance sous forme de prédispositions comportementales. Cette inscription corporelle de l'expérience crée une bibliothèque vivante où s'accumulent les sagesses de l'espèce. Cette conception matérialiste de la mémoire héréditaire s'oppose radicalement aux explications surnaturelles de l'instinct animal. Plutôt que d'invoquer une programmation divine des comportements, Spinoza explique l'instinct par l'accumulation naturelle des expériences ancestrales. Cette naturalisation de l'instinct libère les animaux du statut de machine divine pour en faire des héritiers légitimes d'une sagesse évolutive millénaire. L'analyse des capacités d'apprentissage chez les jeunes animaux confirme cette théorie. Pourquoi certains apprentissages se font-ils avec une facilité déconcertante tandis que d'autres demeurent impossibles? Spinoza y voit la manifestation de cette mémoire transgénérationnelle. Les apprentissages qui s'accordent avec les prédispositions héréditaires se réalisent aisément, tandis que ceux qui les contredisent rencontrent des résistances insurmontables. Cette sélectivité de l'apprentissage révèle la dimension téléologique immanente de la mémoire héréditaire. Chaque espèce hérite des traces de toutes les expériences qui ont favorisé la survie de ses ancêtres, créant un répertoire comportemental adapté aux défis spécifiques de son environnement. Cette sagesse adaptative, forgée par des millénaires de sélection naturelle, guide spontanément les individus vers les comportements les plus favorables à leur épanouissement. L'étude de la communication intergénérationnelle chez les animaux révèle d'autres aspects de cette transmission mémorielle. Comment les jeunes mammifères apprennent-ils si rapidement le langage de leur espèce? Cette acquisition précoce des codes communicatifs suggère l'existence de structures neurales préprogrammées qui facilitent l'apprentissage des signaux ancestraux. La mémoire héréditaire prépare ainsi le terrain pour l'acquisition rapide des savoirs collectifs. Cette préparation neurologique explique également la capacité remarquable des animaux à distinguer instinctivement les situations dangereuses des situations sûres. Comment un jeune herbivore identifie-t-il immédiatement un prédateur qu'il n'a jamais rencontré?
Cette reconnaissance instinctive du danger révèle l'inscription héréditaire des expériences traumatiques ancestrales, créant un système d'alerte naturelle qui protège la descendance des erreurs fatales. Mais cette mémoire transgénérationnelle ne se limite pas aux aspects défensifs. Elle inclut également la transmission des plaisirs et des joies ancestrales. Les jeux des jeunes animaux reproduisent spontanément les activités qui ont procuré le plus de satisfaction à leurs ancêtres. La chasse pour les carnivores, la course pour les herbivores, l'exploration pour les omnivores. Cette hérédité du bonheur assure la perpétuation des comportements épanouissants. Cette dimension hédonique de la mémoire héréditaire révèle la sagesse profonde de la nature. En transmettant non seulement les peurs, mais aussi les joies ancestrales, l'évolution assure que chaque génération redécouvre spontanément les sources de bonheur qui ont permis à l'espèce de prospérer. Cette programmation positive du plaisir crée une motivation naturelle vers les comportements bénéfiques. L'analyse des variations culturelles au sein d'une même espèce éclaire la plasticité de cette mémoire transgénérationnelle. Les différentes populations d'une espèce développent des traditions locales qui se transmettent fidèlement au sein de leurs lignées respectives. Cette diversification culturelle témoigne de la incapacité de la mémoire héréditaire à s'adapter aux spécificités environnementales locales. Cette adaptation locale de la mémoire collective explique pourquoi les animaux transplantés dans de nouveaux environnements manifestent souvent des difficultés comportementales. Leur prédisposition héréditaire, optimisée pour l'environnement ancestral, se révèlent inadaptées aux nouvelles conditions. Cette inadaptation temporaire illustre le caractère environnementalement spécifique de la sagesse héréditaire. Cependant, la plasticité fondamentale de la mémoire transgénérationnelle permet progressivement l'adaptation aux nouveaux défis. Les expériences réussies dans le nouvel environnement s'inscrivent graduellement dans la mémoire collective, modifiant les prédispositions comportementales des générations suivantes. Cette évolution adaptative de la mémoire héréditaire assure la survie de l'espèce dans un monde en perpétuel changement. La compassion universelle et l'éthique. Interspécifique, pourquoi le cœur humain se serre-t-il devant la détresse d'un animal blessé ? Qu'est-ce qui nous pousse spontanément à secourir une créature en danger, même quand aucun intérêt personnel ne nous y incite? Cette compassion naturelle envers les animaux révèle-t-elle une vérité profonde sur notre nature commune ou n'est-elle qu'un sentiment irrationnel dont il faut se défier? Ces questions tourmentent Spinoza durant ses dernières semaines de vie. Au printemps 1677, alité dans sa chambre de La Haye, le souffle de plus en plus court, le philosophe observe par sa fenêtre les hirondelles qui construisent leur nid sous l'avant-toit. Leur activité joyeuse et déterminée contraste avec sa propre déchéance physique, mais éveille en lui une émotion profonde qu'il s'efforce de comprendre philosophiquement. Cette tendresse qu'il éprouve pour ces créatures fragiles révèle-t-elle une dimension fondamentale de l'existence? Pour élucider ce mystère, Spinoza revisite sa théorie des affects à la lumière de ses découvertes sur l'unité substantielle du vivant. Si tous les êtres participent de la même réalité fondamentale, alors la souffrance d'autrui ne nous est jamais totalement étrangère. Quand nous percevons la détresse d'un animal, nous ressentons obscurément un écho de cette souffrance en nous-mêmes. Car la même substance qui s'exprime à travers cette créature s'actualise également en nous. Cette reconnaissance de notre parenté ontologique avec les animaux fonde naturellement la compassion. Ce n'est pas un sentiment arbitraire ni une projection anthropomorphique, c'est la manifestation spontanée de notre unité substantielle avec toutes les formes de vie. La compassion révèle ainsi notre vraie nature, des êtres intrinsèquement reliés à la totalité du vivant, incapables d'indifférence authentique devant la souffrance d'autrui. L'observation de la compassion animale confirme cette analyse. Les éléphants qui tentent de relever un congénère blessé, les dauphins qui soutiennent un compagnon en détresse, les primates qui consolent leurs semblables affligés, tous ces comportements témoignent de l'universalité de la compassion dans le règne vivant. Cette empathie interspécifique révèle que la compassion
n'est pas une invention culturelle humaine, mais une propriété fondamentale de la conscience sensible. Mais comment expliquer que cette compassion transcende parfois les barrières d'espèces? Pourquoi observe-t-on des cas d'adoption interspécifique où des animaux recueillent et élèvent des petits d'autres espèces? Ces phénomènes troublants suggèrent que la compassion opère à un niveau plus profond que la simple reconnaissance de similitudes superficielles. Elle révèle une fraternité ontologique qui unit tous les êtres sensibles au-delà de leurs différences morphologiques. Cette compassion interspécifique remet en question les fondements de l'éthique traditionnelle. Si nous sommes naturellement portés vers la bienveillance envers les animaux, sur quoi fonder la légitimité morale de leur exploitation? Spinoza développe une éthique graduée qui reconnaît la légitimité des besoins vitaux tout en condamnant la cruauté gratuite. Nous pouvons utiliser les animaux pour satisfaire nos besoins essentiels, mais nous devons éviter de leur infliger des souffrances inutiles. Cette position équilibrée évite les écueils du sentimentalisme excessif sans tomber dans l'indifférence cruelle. Elle reconnaît la réalité des relations de force dans la nature, tout en affirmant la possibilité d'une coexistence plus harmonieuse, basée sur le respect mutuel. Cette éthique spinoziste de la mesure offre une alternative sage aux positions extrêmes qui caractérisent souvent les débats contemporains sur les droits des animaux. L'analyse de la réciprocité dans les relations humain-animal éclaire cette éthique de la mesure. De nombreux animaux manifestent une fidélité remarquable envers les humains qui les traitent avec bienveillance. Cette gratitude animale témoigne de leur capacité à reconnaître et à récompenser la bonté, créant des relations d'échange mutuel qui transcendent la simple domination. Ces partenariats interspécifiques révèlent la possibilité de relations éthiques, authentiques entre humains et animaux. L'exemple de la domestication illustre cette possibilité de coopération mutuellement bénéfique. Contrairement à l'interprétation dominatrice traditionnelle, Spinoza envisage la domestication comme une alliance où chaque espèce apporte ses capacités spécifiques au profit du collectif. Les chiens offrent leur fidélité et leur vigilance, les chevaux leur force et leur rapidité, les humains leur intelligence technique et leur capacité d'organisation. Cette symbiose interspécifique crée une puissance collective supérieure à celle de chaque espèce prise. Isolément, cette vision coopérative de la domestication transforme radicalement notre compréhension des relations humaines-animales. Plutôt qu'une exploitation unilatérale, elle apparaît comme une coévolution mutuellement bénéfique, où chaque partenaire trouve son épanouissement dans l'alliance. Cette perspective symbiotique ouvre des voies nouvelles pour repenser nos relations avec les animaux, sur des bases plus équitables. L'étude de la communication émotionnelle entre humains et animaux révèle d'autres dimensions de cette éthique interspécifique. Comment expliquer la capacité remarquable de certains animaux à percevoir et à répondre aux émotions humaines? Les chiens qui consolent spontanément leurs maîtres en détresse, les chevaux qui s'adaptent à l'humeur de leurs cavaliers, les chats qui manifestent une affection particulière envers les personnes malades, tous ces phénomènes témoignent d'une empathie interspécifique authentique. Cette empathie réciproque crée une base solide pour développer des relations éthiques entre humains et animaux. Si les animaux sont capables de compassion envers nous, ne leur devons-nous pas la réciproque? Cette reconnaissance mutuelle fonde une morale de la réciprocité qui transcende les barrières d'espèces et ouvre la voie à une coexistence plus harmonieuse. L'analyse des rituels de communication interspécifique révèle la sophistication de ces échanges émotionnels. Les signaux d'apaisement que développent les animaux domestiques, les gestes de soumission et de dominance qu'ils adaptent aux codes humains, les expressions faciales qu'ils modifient pour mieux communiquer avec nous, tous ces phénomènes témoignent d'une intelligence relationnelle remarquable. Cette capacité d'adaptation communicative révèle la plasticité extraordinaire de l'intelligence animale. Cette intelligence relationnelle transforme notre compréhension de la conscience animale.
Loin d'être des automates programmés, les animaux apparaissent comme des partenaires communicatifs capables d'adaptation créative. Cette révision de notre vision de l'intelligence animale fonde une éthique plus respectueuse, qui reconnaît la dignité des autres espèces, l'étude des liens d'attachement interspécifiques éclaire une autre dimension de cette éthique de la réciprocité. Comment expliquer la profondeur des liens affectifs qui unissent parfois humains et animaux? Ces relations privilégiées révèlent-elles une dimension spirituelle de l'existence ou s'expliquent-elles par des mécanismes naturels? Pour Spinoza, ces attachements profonds témoignent de la réalité de l'amitié interspécifique. Quand deux êtres d'espèces différentes développent une affection mutuelle, ils créent une individualité composite qui transcende leurs limites spécifiques. Cette fusion affective, loin d'être sentimentalisme, révèle la possibilité d'unions authentiques qui enrichissent tous les participants. Cette amitié interspécifique ouvre des perspectives révolutionnaires pour l'éthique environnementale. Si nous pouvons développer des relations d'amitié authentiques avec d'autres espèces, alors notre responsabilité envers elles ne se limite plus à la compassion paternaliste, mais s'élève au niveau de la solidarité fraternelle. Cette fraternité élargie fonde une éthique cosmique qui embrasse la totalité du vivant. Avez-vous déjà imaginé un monde où la frontière entre humanité et animalité s'estompe pour révéler notre véritable nature commune? Si ces révélations qui transforment notre vision du monde vous passionnent, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de ces découvertes qui pourraient changer votre existence. Partagez avec nous dans les commentaires de quel pays vous nous rejoignez et à quelle heure cette vérité vous touche. Et si vous nous suivez depuis votre téléphone, un petit like nous aiderait énormément à faire rayonner cette sagesse auprès de plus de personnes. La libération de la domination ancestrale. Dans les dernières heures de sa vie, le 21 février 1677, Baruch Spinoza reçoit la visite de son ami le médecin Georg Hermann Schuler. Le philosophe, épuisé par des mois d'agonie, trouve encore la force de partager ses dernières intuitions sur ce qu'il considère comme la plus grande révolution de l'humanité. La libération progressive de notre espèce de l'illusion de supériorité qui nous sépare du reste du vivant. Cette conversation, rapportée par Schuler dans ses mémoires, révèle les dernières fulgurances d'un génie qui entrevoyait l'avenir de nos relations avec les animaux. « Mon ami », murmure Spinoza d'une voix affaiblie, « l'humanité vit depuis des millénaires dans l'erreur la plus fondamentale. Nous nous croyons les maîtres de la création, mais nous ne sommes que des participants dans la grande symphonie de l'existence. Cette illusion de domination nous a coupés de notre vraie nature et nous condamne à la solitude cosmique. Ces paroles prophétiques résonnent avec une acuité particulière à notre époque où la crise écologique révèle les limites dramatiques de l'anthropocentrisme occidental. Mais comment cette illusion de supériorité s'est-elle enracinée si profondément dans la conscience humaine? Spinoza trace les origines de cette dérive dans l'interprétation littérale des textes bibliques qui accordent à l'homme un statut de dominateur divin. Cette lecture superficielle des Écritures, encouragée par les institutions religieuses soucieuses de justifier les hiérarchies terrestres, a créé une vision du monde où les animaux ne sont que des objets créés pour notre usage exclusif. Cette sacralisation de la domination humaine s'enracine dans la peur existentielle de notre propre animalité. En niant notre parenté avec les autres espèces, nous tentons d'échapper à l'angoisse de la finitude et de la mortalité qui nous unit à toutes les créatures. Cette fuite de notre condition naturelle nous condamne paradoxalement à l'isolement spirituel, nous coupant des sources vitales qui nourrissent l'existence authentique. L'analyse spinoziste de cette aliénation révèle ces mécanismes psychologiques profonds. La domination des animaux devient le support symbolique de toutes les autres formes de domination sociale. En apprenant à considérer les autres espèces comme des instruments à notre service, nous développons les schémas mentaux qui légitiment l'exploitation des humains par d'autres humains. L'oppression animale et l'oppression sociale s'alimentent mutuellement dans un cercle vicieux de violence,
Généralisée, cette complicité entre domination animale et domination humaine explique pourquoi les sociétés les plus cruelles envers les animaux développent souvent les systèmes politiques les plus oppressifs. La brutalisation systématique des créatures sensibles émousse la sensibilité morale et facilite l'acceptation de la violence contre les plus faibles de notre propre espèce. Cette corrélation troublante révèle les enjeux politiques fondamentaux de notre relation aux animaux. Mais comment briser ce cercle infernal de la domination? Spinoza entrevoit la solution dans le développement de ce qu'il appelle la connaissance adéquate de notre véritable nature. Cette connaissance révèle progressivement notre unité substantielle avec toutes les formes de vie, dissolvant les illusions de séparation qui alimentent les comportements dominateurs. Cette prise de conscience transformatrice constitue la condition nécessaire de toute évolution éthique authentique. Cette révolution cognitive ne peut s'accomplir que par l'expérience directe de notre interconnexion avec le vivant. Les moments de communion avec la nature, où nous ressentons viscéralement notre appartenance au grand tout, dissolvent temporairement les barrières conceptuelles qui nous séparent des autres espèces. Ces expériences mystiques naturelles, accessibles à tous, ouvrent la voie à une transformation durable de notre rapport au monde. L'histoire de la philosophie occidentale témoigne de cette évolution progressive de la conscience. Depuis l'Antiquité, quelques esprits visionnaires ont pressenti notre unité fondamentale avec la nature. Pythagore interdisait à ses disciples de manger de la viande par respect pour la transmigration des âmes. Empédocle enseignait que toutes les créatures participent de la même substance divine. Ces intuitions précurseurs, longtemps marginalisées par la domination du christianisme, retrouvent aujourd'hui une actualité saisissante. La Renaissance marque un tournant décisif dans cette évolution. Les découvertes scientifiques de Copernic, Galilée et Kepler révèlent l'immensité du cosmos et relativisent la position de l'homme dans l'univers. Cette révolution astronomique prépare la révolution biologique qui révélera notre parenté avec toutes les formes de vie. Spinoza s'inscrit dans cette lignée révolutionnaire qui restaure progressivement notre humilité cosmique. Mais cette humilité ne signifie nullement abdication de nos responsabilités spécifiques. Au contraire, la reconnaissance de notre interdépendance avec les autres espèces révèle l'étendue de nos obligations éthiques. En tant qu'espèce douée de capacités réflexives développées, nous portons une responsabilité particulière dans la préservation et l'épanouissement de la communauté terrestre. Cette responsabilité cosmique élève notre dignité au lieu de la rabaisser. Cette transformation éthique s'accompagne nécessairement d'une révolution pratique dans nos modes de vie. Comment continuer à exploiter industriellement les animaux quand nous reconnaissons leur sensibilité et leur dignité intrinsèque? Comment justifier la destruction systématique des habitats naturels quand nous comprenons notre dépendance vitale envers la biodiversité? Ces questions pressantes exigent des réponses concrètes qui transforment nos sociétés en profondeur. L'émergence de nouvelles formes de cohabitation avec les animaux témoigne de cette évolution en cours. Les sanctuaires qui accueillent les animaux réformés de l'industrie, les réserves naturelles qui restaurent les écosystèmes dégradés, les projets de rewilding qui redonnent aux espèces sauvages leur liberté ancestrale. Toutes ces initiatives révèlent une conscience écologique naissante qui transforme progressivement notre rapport au vivant. Cette révolution pratique s'accompagne d'une transformation spirituelle profonde. La reconnaissance de notre parenté avec les animaux nous reconnecte aux sources sacrées de l'existence. Cette resacralisation du vivant ne relève pas de la superstition primitive, mais d'une spiritualité éclairée qui fonde la vénération sur la connaissance scientifique de notre interdépendance cosmique. L'évolution des arts et de la littérature témoigne également de cette transformation culturelle. Les œuvres contemporaines explorent de plus en plus les perspectives animales, donnent voix aux créatures muettes, révèlent la richesse de leurs mondes intérieurs. Cette révolution esthétique accompagne et nourrit l'évolution éthique,
créant de nouveaux imaginaires qui préparent les transformations sociales futures, la vision cosmique de l'harmonie future que deviendrait notre monde si nous réussissions enfin à dépasser l'anthropocentrisme millénaire qui nous sépare du reste du vivant. À quoi ressemblerait une civilisation fondée sur la reconnaissance de notre fraternité cosmique avec toutes les espèces sensibles? Ces questions visionnaires obsèdent Spinoza durant ses derniers moments de lucidité, quand la proximité de la mort aiguise sa perception de l'éternité qui transcende toute existence individuelle. Dans un sursaut d'énergie qui surprend son ami Schuller, le philosophe moribond évoque sa vision de l'avenir de l'humanité. « Je vois une époque où nos descendants reconnaîtront dans chaque créature un frère cosmique, où la science révélera les liens subtils qui unissent toutes les formes de conscience, où la technique permettra enfin la communication directe entre les espèces. » Cette civilisation de l'harmonie universelle, mon ami, c'est le destin véritable de notre espèce quand elle aura surmonté l'illusion de sa supériorité. Cette prophétie spinoziste trouve un écho troublant dans les développements scientifiques contemporains. Les recherches en éthologie révèlent progressivement la complexité de l'intelligence animale, depuis les capacités mathématiques des corvidés jusqu'au système linguistique des cétacés. Ces découvertes confirment l'intuition du philosophe selon laquelle l'intelligence revêt des formes multiples, adaptées aux défis spécifiques de chaque environnement. Les progrès de la neurobiologie éclairent les bases matérielles de cette diversité cognitive. L'étude comparative des cerveaux révèle que différentes architectures neuronales peuvent produire des performances cognitives équivalentes par des voies diverses. Cette plasticité de l'intelligence confirme la vision spinoziste d'une créativité naturelle qui explore toutes les possibilités d'organisation de la matière consciente. Mais comment cette reconnaissance scientifique de l'intelligence animale transformera-t-elle concrètement nos relations interspécifiques? Spinoza entrevoit l'émergence de technologies de communication qui permettront enfin le dialogue direct entre humains et animaux. Ces interfaces de traduction interspécifiques, encore balbutiantes aujourd'hui, révolutionneront notre compréhension des autres formes de conscience et ouvriront des possibilités de coopération jusqu'alors inimaginables. Cette communication élargie transformera radicalement notre conception de la politique. Comment organiser des sociétés qui incluent des citoyens de différentes espèces? Quels droits accorder aux représentants des communautés animales? Ces questions, qui paraissent encore fantaisistes, deviendront pressantes quand la communication interspécifique sera techniquement possible. Cette démocratie élargie représente l'aboutissement logique de la reconnaissance des droits des autres espèces. L'évolution de nos systèmes économiques accompagnera nécessairement cette révolution politique. Comment maintenir une économie fondée sur l'exploitation animale quand nous pourrons converser directement avec nos victimes? Cette impossibilité éthique contraindra nos sociétés à développer des modes de production respectueux des droits de toutes les espèces sensibles. Cette économie de la coopération interspécifique ouvrira des perspectives de développement durable authentique. Les transformations urbaines nécessaires à cette cohabitation élargie redéfiniront nos conceptions architecturales. Les villes du futur devront intégrer les besoins de multiples espèces, créant des espaces de rencontre et de coopération entre différentes formes de vie. Cette architecture écologique transformera nos environnements urbains en écosystèmes vivants où chaque espèce trouve sa place et contribue à l'harmonie générale. L'éducation subira également une révolution profonde. Comment enseigner aux enfants une vision du monde qui inclut la perspective des autres espèces? Les programmes scolaires devront intégrer l'éthologie, développer l'empathie interspécifique, cultiver le respect pour toutes les formes d'intelligence. Cette pédagogie élargie formera des citoyens cosmiques capables de participer consciemment à la communauté terrestre. Les arts connaîtront une renaissance extraordinaire grâce à la contribution créative des autres espèces. Imagine-t-on les symphonies que nous pourrions composer en collaboration avec les baleines, les danses que nous pourrions créer avec les oiseaux, les poèmes que nous pourrions écrire avec l'aide des dauphins?
Cette créativité interspécifique enrichira prodigieusement notre culture et révélera des dimensions esthétiques insoupçonnées. La spiritualité humaine sera transfigurée par cette communion élargie avec le vivant. Les pratiques contemplatives intégreront la méditation avec les animaux, créant des formes de prière collective qui embrasseront la totalité des créatures sensibles. Cette spiritualité cosmique transcendra les particularismes religieux pour fonder une mystique universelle accessible à tous les êtres conscients. Cette transformation spirituelle s'enracinera dans une science renouvelée qui révélera les dimensions subtiles de la conscience cosmique. Les recherches sur la conscience quantique, les champs morphiques, la communication télépathique entre espèces ouvriront des perspectives révolutionnaires sur la nature de l'esprit et ses manifestations dans l'univers. Cette science de la conscience unifiera enfin spiritualité et matérialisme dans une vision intégrée de la réalité. L'exploration spatiale prendra également une dimension nouvelle quand nous disposerons de partenaires animaux pour nous accompagner dans la conquête du cosmos. Les capacités sensorielles extraordinaires de certaines espèces, leurs adaptations à des environnements extrêmes, leurs formes d'intelligence collective enrichiront considérablement nos possibilités d'expansion cosmique. Cette colonisation interspécifique de l'espace représentera l'aboutissement de notre évolution vers une civilisation vraiment universelle. Mais cette vision utopique ne doit pas masquer les défis considérables qui jalonnent le chemin vers cette harmonie future. Comment surmonter des millénaires de conditionnement anthropocentrique? Comment transformer des institutions économiques et politiques fondées sur la domination? Comment éduquer des populations entières à une vision révolutionnaire du monde? Ces obstacles formidables exigent une stratégie de transformation progressive et persévérante. La première étape de cette révolution consiste à transformer notre propre conscience par l'expérience directe de notre communion avec les animaux. Cette pratique individuelle de l'empathie interspécifique créera progressivement une masse critique de conscience transformée, capable d'impulser les changements sociétaux nécessaires. Cette révolution de l'intérieur représente la condition préalable de toute transformation durable de nos sociétés. L'exemple des pionniers qui développent déjà des relations harmonieuses avec les animaux inspire et guide cette transformation collective. Les sanctuaires qui pratiquent la cohabitation respectueuse, les chercheurs qui développent la communication interspécifique, les artistes qui explorent la créativité partagée avec les animaux, tous ces précurseurs préfigurent la civilisation de demain et démontrent sa faisabilité pratique. Cette transformation progressive de nos relations avec les animaux s'accompagne d'une évolution parallèle de nos rapports avec l'ensemble de la nature. La reconnaissance de la sensibilité animale prépare la découverte de formes de conscience plus subtiles dans le règne végétal et minéral. Cette expansion de notre cercle de compassion aboutira finalement à une éthique cosmique qui embrasse la totalité de l'existence. L'éternité de la vision spinoziste. Alors que le souffle de Spinoza se fait de plus en plus ténu en cette fin d'après-midi du 21 février 1677, une paix profonde illumine son visage émacié. Schüller, penché au chevet de son ami, recueille ses dernières paroles. « La vérité que j'ai entrevue sur les animaux ne mourra pas avec moi. Elle germe déjà dans les consciences, elle éclot dans les cœurs sensibles, elle transformera le monde quand l'humanité sera prête à l'accueillir. L'éternité de cette vérité transcende ma mort comme elle transcende toute existence particulière. » Ces paroles prophétiques résonnent avec une actualité saisissante 3 siècles et demi après la disparition du philosophe. L'évolution contemporaine de notre rapport aux animaux confirme de manière troublante les intuitions spinozistes. L'émergence de l'éthologie cognitive, le développement des droits des animaux, la reconnaissance progressive de leur sensibilité et de leur intelligence témoignent de cette maturation collective de la conscience humaine qu'avait pressenti le visionnaire d'Amsterdam. Mais pourquoi cette vérité spinoziste sur les animaux met-elle si longtemps à s'imposer dans les consciences?
La résistance de l'anthropocentrisme millénaire explique en grande partie cette lenteur de l'évolution. Des siècles de conditionnement culturels et religieux ont gravé si profondément l'illusion de supériorité humaine qu'elle survit même aux démentis les plus flagrants de la science contemporaine. Cette inertie mentale constitue le principal obstacle à la révolution éthique qu'appelaient les intuitions spinozistes. Pourtant, les signes d'une transformation accélérée se multiplient dans tous les domaines de la culture contemporaine. La littérature explore de plus en plus les perspectives animales, donnant voix aux créatures muettes et révélant la richesse de leurs mondes intérieurs. Cette révolution narrative prépare l'évolution éthique en transformant notre imaginaire et notre sensibilité. Comment pourrons-nous continuer à exploiter des êtres dont nous découvrons la profondeur psychologique? L'évolution du droit témoigne également de cette transformation progressive. La reconnaissance juridique du caractère d'être sensible, accordée aux animaux dans de nombreux pays, l'interdiction croissante des pratiques les plus cruelles, l'émergence d'une jurisprudence favorable aux droits des animaux révèlent une évolution des mentalités qui aurait réjoui Spinoza. Cette juridicisation de la compassion traduit en normes sociales l'évolution éthique des consciences individuelles. Les développements scientifiques récents confirment de manière spectaculaire les intuitions spinozistes sur l'intelligence et la sensibilité animale. Les découvertes sur la conscience des cétacés, l'intelligence des poulpes, les émotions des éléphants, la complexité sociale des insectes révèlent un monde animal d'une richesse psychologique insoupçonnée. Cette révolution scientifique valide a posteriori la vision révolutionnaire que défendait Spinoza contre tous les préjugés de son époque. Mais au-delà de ces confirmations ponctuelles, c'est la méthode même de Spinoza qui trouve sa validation dans l'évolution contemporaine de notre rapport aux animaux. Sa conviction que la raison bien conduite mène nécessairement à la compassion se vérifie dans l'évolution des esprits scientifiques. Plus nous comprenons les mécanismes de la vie animale, plus nous développons naturellement le respect et l'empathie envers les autres espèces. Cette convergence entre connaissance et compassion révèle la profondeur de l'intuition spinoziste, selon laquelle la vérité porte en elle sa propre force éthique. Il n'est pas besoin d'imposer artificiellement des règles morales concernant les animaux. La simple connaissance de leur vraie nature génère spontanément les comportements respectueux. Cette autogénération de l'éthique par la connaissance constitue l'un des apports les plus précieux de la philosophie spinoziste à l'éthique animale contemporaine. L'influence de Spinoza sur les pionniers de l'éthique animale moderne témoigne de la fécondité persistante de sa pensée. De Jeremy Bentham à Peter Singer, de Tom Regan à Martha Nussbaum, tous les grands théoriciens contemporains des droits des animaux puisent explicitement ou implicitement dans l'héritage spinoziste. Cette filiation intellectuelle révèle l'actualité permanente d'une pensée qui transcende les modes philosophiques passagères. Mais l'apport le plus original de Spinoza à l'éthique animale contemporaine réside peut-être dans sa vision systémique de l'interdépendance universelle. Alors que de nombreux courants de pensée abordent la question animale de manière isolée, Spinoza l'inscrit dans une compréhension globale de notre place dans l'ordre cosmique. Cette perspective holistique offre un cadre conceptuel particulièrement adapté aux défis écologiques contemporains. La crise environnementale actuelle révèle dramatiquement les conséquences de notre aveuglement à cette interdépendance universelle. Le réchauffement climatique, l'effondrement de la biodiversité, la pollution généralisée des écosystèmes témoignent de l'urgence d'une révolution de notre rapport au vivant. Cette crise existentielle de l'humanité valide tragiquement les mises en garde implicites de la philosophie spinoziste contre l'hubris anthropocentrique. Face à ces défis existentiels, la sagesse spinoziste offre des ressources précieuses pour repenser notre avenir collectif. Sa vision de l'harmonie possible entre toutes les formes de vie inspire les mouvements écologiques contemporains et nourrit l'espoir d'une réconciliation de l'humanité avec la nature. Cette espérance rationnelle
fondée sur la compréhension de notre vraie nature, constitue peut-être l'héritage le plus précieux du philosophe d'Amsterdam. L'évolution technologique contemporaine ouvre des perspectives inédites pour la réalisation concrète de la vision spinoziste. Les progrès de l'intelligence artificielle permettront bientôt la traduction des langages animaux, ouvrant la voie à une communication directe entre espèces. Cette révolution communicative transformera radicalement notre rapport aux animaux et réalisera enfin le rêve spinoziste d'une communauté élargie de tous les êtres conscients. La conquête spatiale elle-même prend un sens nouveau à la lumière de la vision spinoziste. L'expansion de la vie terrestre dans le cosmos ne sera plus l'aventure solitaire de l'humanité, mais l'épanouissement cosmique de la communauté terrestre dans sa diversité. Cette diaspora interspécifique réalisera à l'échelle galactique l'idéal spinoziste d'harmonie universelle entre toutes les formes de conscience. Mais pour que cette vision prophétique se réalise, il faut que chaque conscience individuelle accomplisse sa propre révolution éthique. La transformation du monde commence par la transformation de soi, par cette ouverture du cœur et de l'esprit qui nous fait reconnaître dans chaque animal un frère cosmique. Cette révolution intérieure, accessible à chacun d'entre nous, constitue la véritable force motrice de l'évolution collective de l'humanité. En ce sens, chaque geste de compassion envers un animal, chaque moment d'émerveillement devant la beauté du vivant, chaque effort pour comprendre et respecter les autres formes de conscience participe à l'accomplissement de la vision spinoziste. Cette actualisation permanente de l'idéal philosophique dans la vie quotidienne témoigne de la vitalité persistante d'une pensée qui continue à transformer le monde par la transformation des consciences. Ainsi s'accomplit la prophétie de Spinoza. Sa vérité sur les animaux ne meurt jamais. Elle renaît dans chaque conscience qui s'ouvre à la compassion universelle. Elle s'épanouit dans chaque cœur qui reconnaît sa fraternité cosmique avec toutes les créatures sensibles. Cette éternité de la vérité spinoziste transcende la mort du philosophe comme elle transcendra notre propre finitude, car elle participe de cette substance éternelle qui s'exprime à travers toutes les formes de vie et de conscience dans l'univers infini. La révolution spinoziste continue, portée par tous ceux qui osent regarder les animaux avec les yeux de la compassion éclairée. Cette révolution silencieuse des consciences prépare l'avènement de cette civilisation cosmique où l'humanité y trouvera enfin sa place véritable, non pas au sommet d'une hiérarchie imaginaire, mais au cœur d'une communauté fraternelle de tous les êtres conscients dans l'univers vivant.